Bonjour à toutes et à tous, merci à l'équipe d'organisation de cette journée pour l'invitation, je suis vraiment très contente d'être ici. Alors moi je vais adopter un angle assez différent de celui qui vient de vous être présenté. Je ne vais pas m'intéresser au processus d'apprentissage en tant que tel, mais plutôt aux environnements dans lesquels évolue l'enfant, l'élève et qui vont favoriser, soutenir l'apprentissage donc, de la personne autiste. Alors pour ce faire, je vais vous présenter les résultats de 2 programmes de recherche qui se sont intéressés à développer des dispositifs d'intervention pour accompagner ces différents environnements. Pour que vous voyez un petit peu plus là où je vais vous amener, je vous propose en introduction une petite métaphore qui devrait parler, je pense, aux plus monégasques d'entre vous. Si on fait un parallèle entre un élève et un pilote de Formule 1 bien connu, vous serez tous d'accord pour dire que la réussite va dépendre de l'élève, de son profil, des outils mis à sa disposition, mais aussi des différents professionnels qui l'accompagnent, que ce soit les professionnels de l'école ou à l'extérieur de l'école. Et puis aussi, les autres élèves ont un rôle à jouer dans l'accueil de l'élève autiste. Et puis enfin, évidemment, un acteur central, le parent, l'entourage familial de manière plus générale. Alors cette manière de penser un peu les choses, du rôle de l'environnement sur le développement de l'individu et sur ses apprentissages, est vraiment au cœur, j'ai un petit écho, je ne sais pas si vous aussi, non, est vraiment au cœur d'un modèle que j'utilise beaucoup dans mes travaux, qui est le modèle écosystémique de Bronfenbrenner, dans lequel en fait le microsystème scolaire, le microsystème familial sont pointés comme des systèmes qu'il faut considérer pour pouvoir penser le développement et la réussite et l'apprentissage de la personne. Dans ce modèle, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il pense les interactions entre les microsystèmes comme aussi des choses très importantes. Là, par exemple, les interactions entre le microsystème familial et le microsystème scolaire, on verra que ça a vraiment beaucoup d'importance. Alors, je vous le disais, je vais vous présenter donc des programmes en lien avec ces 2 microsystèmes, et puis le deuxième programme concerne aussi les liens entre les deux. Le premier, c'est un programme de recherche qui est parti en fait d'un échange avec des associations de parents qui avaient leurs enfants scolarisés en école ordinaire et qui se demandaient comment ils pouvaient faire pour sensibiliser les autres élèves à l'autisme, au handicap, pour que leurs enfants soient les mieux accueillis possible. Donc on a essayé via ce projet de réfléchir à comment on pouvait favoriser ce qu'on appelle dans la littérature un climat scolaire qui va être inclusif, accueillant, respectueux pour les personnes en situation de handicap et en particulier donc, les personnes autistes dans ce projet. Pour favoriser ce climat scolaire inclusif, on s'intéresse à une variable qui est très importante, qui est la manière dont les personnes, donc les enseignants, les élèves, perçoivent les élèves, les personnes avec autisme. C'est en comprenant comment sont déterminées ces perceptions qu'on a pu développer une intervention qui va permettre de modifier, favoriser des perceptions plus positives. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de nous arrêter un petit peu sur ce qu'on entend par perception dans la littérature scientifique. Donc les perceptions d'une personne, c'est la manière dont la personne va penser, ce qu'elle pense, qu'elle sait sur un phénomène. Alors là, en l'occurrence, c'est les élèves autistes. Donc ça renvoie à une dimension qu'on appelle les stéréotypes. Également, ce que la personne, elle va ressentir, ses émotions. Donc là, ça renvoie à ce qu'on appelle les préjugés. Et puis aussi, ce que cette personne, elle va faire ou elle compte faire en présence d'un élève autiste. Alors les perceptions, on peut les évaluer de 2 manières différentes. D'une manière, on pourrait dire explicite, où on va proposer des questionnaires avec des affirmations et on va demander aux gens, est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec ces affirmations? Alors, je vous ai mis des exemples d'items. Alors les items peuvent être tournés de manière positive, négative, on alterne en général dans les questionnaires. Et puis on peut aussi mesurer ces perceptions d'une autre manière, c'est une manière plus subtile, plus indirecte, plus implicite, où on va mettre les personnes dans une situation souvent artificielle. On va leur proposer par exemple un petit film avec des élèves autistes, des élèves non autistes, et puis on va regarder leurs réactions, on va mesurer leurs réactions. Et ces réactions, souvent, elles sont un indicateur un peu plus subtil qu'une réponse que la personne va donner à un questionnaire. Alors j'attire votre attention sur le fait que les stéréotypes, donc cette dimension cognitive, elle se construit de manière très précoce chez l'enfant. Alors il n'y a pas d'études forcément spécifiques sur les stéréotypes, enfin la naissance des stéréotypes en lien avec
les élèves autistes, mais on a des connaissances sur les stéréotypes en lien avec le handicap et on n'a pas de raison de penser que ça soit très très différent. Les études, elles montrent qu'à l'école, il y a des perceptions négatives vis-à-vis des élèves autistes, chez les élèves, mais aussi chez les enseignants. Alors, chez les enseignants, c'est un peu moins consensuel dans la littérature, enfin, il y a quand même des études qui montrent ça. Et on sait que ces perceptions négatives, elles vont être un terrain fertile au développement du harcèlement des élèves. Et le harcèlement des élèves autistes, eh bien, c'est quelque chose qui est malheureusement très bien décrit dans la littérature, qui existe et qui va s'étendre à mesure que la personne grandit à d'autres sphères de sa vie, la sphère, par exemple, professionnelle. On peut imaginer que les camarades d'aujourd'hui, eh bien, c'est les futurs collègues, employeurs de demain. Donc c'est important de pouvoir agir sur ces perceptions. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené des études auprès des enfants à partir de 6-7 ans pour essayer de mesurer quelles étaient leurs perceptions donc, vis-à-vis des élèves autistes. Alors ce qu'on a montré dans nos études, c'est que ces perceptions, elles étaient déterminées par différents facteurs. Le premier facteur, c'est l'âge. Plus l'élève grandit, plus ses perceptions négatives diminuent. Alors ça, c'est vrai uniquement pour les mesures explicites des perceptions. Donc par questionnaire. Par contre, si on mesure ces perceptions de manière plus implicite, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien on se rend compte que les perceptions négatives, elles continuent en fait, elles sont stables en fait, elles ne diminuent pas avec le temps. Donc bon, ça on peut l'expliquer en se disant probablement que plus l'élève grandit, plus il prend conscience de ce qui est socialement acceptable, et plus il va produire des réponses qui sont désirables, qui sont attendues par l'adulte. Mais avec la mesure implicite, on contourne un petit peu ça et on se rend compte que les comportements de la personne, alors souvent c'est des comportements dont la personne n'a pas forcément très conscience, mais qui sont quand même un peu excluants vis-à-vis des élèves différents. Un autre facteur, le sexe, on sait que les filles sont plus inclusives, ont des perceptions plus positives des élèves autistes que les garçons. Ça s'explique assez facilement par l'existence de stéréotypes de genre. Vous le savez, il est plus communément admis dans notre société que les filles soient à l'écoute, soient soutenantes vis-à-vis d'un autre qui, plus est, pourrait présenter des difficultés. Un autre résultat qu'on a mis en évidence dans cette étude, c'est qu'il y a une consistance de perception entre le contexte scolaire et le contexte extrascolaire. Ça veut dire que si à l'école, en fait, je perçois l'élève autiste comme... j'ai une perception positive des élèves autistes, eh bien, probablement qu'à l'extérieur de l'école, j'aurai une perception positive des enfants autistes, des personnes autistes de manière générale. Alors, en termes de recommandations, tous ces premiers résultats, ils nous poussent à nous dire qu'il faut agir de manière précoce, de manière continue, tout au long de la vie. C'est la thématique de cette journée, pour pouvoir modifier ces perceptions et faire en sorte qu'elles ne soient pas des obstacles à l'inclusion de ces personnes. Également, mesurer ces perceptions à la fois de manière explicite et à la fois de manière implicite. On a vu qu'elles avaient des trajectoires un petit peu différentes. Et si on a envie de capter vraiment ce phénomène de manière globale, eh bien, il faut avoir cette double évaluation. Et donc proposer des interventions au milieu scolaire, ça peut être une bonne piste pour favoriser ces perceptions positives, d'autant plus que ça peut s'intégrer dans ce qu'on appelle en France le parcours citoyen de l'élève, donc qui fait partie du programme scolaire et qui a pour objectif de développer ce dont parlait mon collègue tout à l'heure, ces fameuses compétences psychosociales qui vont être derrière des bons indicateurs aussi de la réussite scolaire de tous les élèves. En termes très pratiques, cette première série d'études, elle a permis à ce qu'on développe des outils pour mesurer ces perceptions, parce qu'il faut savoir qu'en France, on n'avait pas d'outils en fait, on était un peu coincés. Donc on a créé un questionnaire pour mesurer les perceptions explicites à partir de 6 ans, donc c'est assez précoce puisque dans la littérature, je ne vous ai pas dit, mais les études, on est plutôt chez les collégiens, les lycéens, voire les étudiants, quand on s'intéresse aux très jeunes, c'est plus difficile en fait à mesurer. Et puis on a aussi validé une tâche expérimentale pour évaluer ces perceptions implicites, donc à partir de 7 ans. Et puis on a développé une intervention qu'on a appelée l'intervention idéale en référence au nom du projet, je ne vous l'ai pas dit au début, pour modifier les perceptions de ces élèves. Alors avant de vous parler de l'intervention, un petit détour juste par les études qu'on a menées sur les perceptions des enseignants vis-à-vis de l'autisme. Alors on a vu qu'elles étaient déterminées par différents facteurs, encore une fois. Le premier, c'est les connaissances des enseignants sur l'autisme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas n'importe quel type de connaissances qui vont jouer sur les perceptions, c'est les connaissances en lien avec les causes de l'autisme. En fait, on se rend compte que les enseignants qui ont très bien en tête le modèle neurodéveloppemental de l'autisme, en fait, ils ont des perceptions positives des élèves autistes, ce qui n'est pas forcément le cas des professionnels qui ont une conception erronée en fait, des causes de l'autisme.
Également, le statut de l'enseignant va avoir une implication. Les enseignants spécialisés vont avoir des perceptions plus positives. Et ça, c'est expliqué parce qu'ils ont un sentiment d'auto-efficacité plus élevé que ceux qui ne sont pas spécialisés, plus élevé sur une dimension en particulier, qui est la question de la gestion des comportements au sein de la classe. Alors tout ça, je trouve que ça peut nous amener à réfléchir sur des contenus de formation, et notamment l'intérêt de pouvoir axer les formations des enseignants sur justement les causes de l'autisme. Alors on forme beaucoup sur les symptômes, sur les besoins, ce qui est vraiment très bien, hein. Je ne dis pas qu'il faut remplacer, pas du tout, mais voilà, cette histoire des causes, c'est intéressant parce que ça vient derrière modifier les conceptions aussi des élèves autistes. Pour vous donner une idée, dans notre échantillon, on avait 14%, on peut dire c'est pas beaucoup, ça représentait 43 enseignants qui quand même affirmaient qu'ils étaient d'accord avec l'affirmation l'autisme est dû au rejet et à la froideur des parents, ce qui est quand même pas rien. Hein. Et là, vous vous imaginez bien comment cette affirmation... Alors 43 enseignants, ça fait quand même à peu près 1000 élèves qui peuvent être confrontés, c'est quand même pas rien. Et comment derrière ça va impacter le partenariat parent-professionnel, qui est central en fait. Donc c'est quand même problématique. Des formations aussi qui proposent des outils concrets. Hein. Pour travailler ce sentiment de compétence, il faut être outillé. Outillé pour pouvoir gérer d'éventuels troubles du comportement, parce que ça c'est quelque chose qui fait beaucoup partie des croyances des enseignants. Alors il y a des personnes autistes qui ont des troubles du comportement, c'est pas forcément toujours le cas. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, travailler. Et puis des outils pour leur permettre aussi de développer ce fameux climat inclusif, de les aider là-dedans, parce que c'est pas si évident que ça. En termes pratiques aussi, cette deuxième série d'études, elle nous a permis encore une fois de développer des outils, notamment un kit d'évaluation des connaissances et des perceptions des enseignants vis-à-vis de l'autisme. Et puis, je vous le disais, développer cette intervention qui non seulement a pour objectif de favoriser les perceptions des élèves, mais aussi qui constitue un vrai support pour les enseignants pour parler de différences à l'école. Alors cette intervention, je vous en dis quelques mots, elle s'étend sur plusieurs mois. Hein. On sait que plus on va répéter des messages aux élèves, plus on va favoriser l'apprentissage. Les interventions en une fois, vous savez, les sensibilisations en une fois, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact sur ces histoires de perception. C'est une intervention qui est dite plutôt précoce, puisqu'elle est pour les élèves à partir de 6 ans, et puis elle est menée par l'enseignant du début jusqu'à la fin. On avait vraiment envie de produire quelque chose qui soit un vrai outil dont l'enseignant puisse s'emparer et qui va s'inscrire dans ce fameux parcours citoyen de l'élève. Elle est composée d'ateliers pratiques, de discussions, de mise en situation. L'idée, c'est que ça soit interactif, ludique, ancré dans le quotidien de l'élève pour que l'élève se l'approprie aussi. Et puis, c'est une intervention qui est centrée sur l'autisme, bien sûr, le handicap également, mais sur d'autres exemples de diversité, puisqu'on a des raisons de penser que finalement, ce qui est derrière ces histoires de non-inclusion, d'exclusion, eh bien, c'est des processus qui sont assez communs, peu importe finalement la catégorie qui est concernée. Au niveau des leviers au cœur de cette intervention, en fait, ces leviers, on les a identifiés dans la littérature sur la lutte contre les discriminations. Donc, c'est une littérature qui est très spécifique. Et dans cette littérature, on a vu que c'était important d'amener les enseignants à afficher de manière explicite ce qu'on appelle la norme inclusive au sein de la classe. Alors ça peut paraître tout bête, mais en gros, c'est de dire clairement à ses élèves que dans sa classe, tous les élèves ont leur place, quelle que soit leur différence. Également, d'amener les enseignants à insister sur les avantages de la diversité, pour motiver les élèves aussi à aller vers des autres qui sont différents d'eux-mêmes. Et puis fournir des outils aussi aux élèves, parce que c'est bien d'être motivé à aller vers l'autre, mais enfin si j'arrive devant et que je ne sais pas tellement comment m'y prendre, ça peut être un petit peu plus difficile. Et donc là, on fait des petites mises en situation sur qu'est-ce que je pourrais faire si je vois un élève tout seul dans la cour, comment je pourrais m'y prendre. Et puis enfin, centrer l'intervention beaucoup sur la question des besoins, plus que sur la question des catégories. Intéressant de savoir, le petit copain à côté, il est autiste, mais ok, mais sinon, quels sont ses besoins concrets? Qu'est-ce qui est important pour lui? Il n'aime pas le bruit, il n'aime pas ci, il n'aime pas là. Et grâce à ça, on arrive à agir différemment. Alors cette intervention, on a créé différents supports pour qu'elle puisse être mise en place facilement par les enseignants. Des supports aussi pour les élèves. On a utilisé tout un tas d'illustrations qui ont été réalisées par une artiste que vous devez connaître qui s'appelle Élise Gravel et qui fait des choses formidables sur la question de la diversité et aussi de l'autisme et qui nous a autorisé à les utiliser pour notre projet. Alors en termes d'impact, concrètement, à quoi ça sert cette intervention? Donc on l'a testé sur 258 élèves du CP au CM2, dans 20 classes, la plupart en région parisienne. On avait 18 élèves en situation de handicap dans notre échantillon, 8 qui présentaient un trouble du neurodéveloppement.
Et alors ce qu'on a montré, alors vous avez la primaire de ces résultats, on vient tout juste de finaliser les analyses, c'est que les élèves qui ont participé à cette intervention ont des intentions comportementales plus positives que ceux qui n'y ont pas participé, à savoir ils sont plus enclins à jouer avec des élèves autistes, à manger à côté d'eux à la cantine, etc., etc. Un autre résultat qui est assez intéressant, c'est que les élèves, tous les élèves qui ont participé en moyenne à l'intervention, que ce soit des élèves en situation de handicap ou pas, à la fin de l'intervention vont se sentir plus à l'aise à l'école, plus à leur place à l'école, et que donc de travailler l'acceptation de la différence, la tolérance, toutes ces compétences dont on a parlé, eh bien ça va servir à tout le monde, pas uniquement aux enfants en situation de handicap, et ça je crois que c'est un message hyper important à faire passer. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps, je pense. J'avance quand même sur le microsystème familial parce que c'est le début de mes travaux de recherche et c'est quelque chose de très important pour moi. En vous parlant un petit peu des résultats d'un programme, donc qui est un programme étape, qui avait pour objectif initialement d'évaluer les besoins des parents. Alors au départ, les parents d'enfants, plus ça avance évidemment, plus on s'intéresse aux parents d'adultes, mais on a commencé par l'enfant et de voir un peu comment on pouvait développer des interventions pour les accompagner en post-diagnostic. Dans ce projet, on avait un intérêt particulier sur la question de comment on pouvait développer un partenariat parents-professionnel et notamment parents-école optimal, puisque on sait, vous savez que les parents sont des acteurs essentiels de la scolarisation, du projet de l'enfant, du projet de l'adulte. Les parents, ils sont là en fil rouge, et que le partenariat, eh bien, ça va permettre de potentialiser les moyens pour favoriser la réussite de l'élève. On sait par exemple que dans l'autisme, la question de la généralisation des compétences, elle est centrale. S'il n'y a pas de partenariat parent-professionnel, eh bien, peut-être qu'on va passer un petit peu à côté de tout ça. Alors on a mené une première série d'études sur les parents, leur stress, leur qualité de vie, puisqu'on n'avait pas grand-chose à l'époque en France sur le sujet. Nos résultats sont venus compléter ce qui existait déjà à l'international, à savoir que les parents font face à des répercussions multiples, je vous apprends rien, notamment en termes de stress parental, de faibles sentiments de compétence parentale parfois, qui peut être ressenti, des répercussions sur la santé physique, sur la santé mentale, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie familiale. Donc vraiment des répercussions multiples. Et puis, ce qui était intéressant aussi dans ces études, c'est qu'on a appréhendé les parents donc, sous ce prisme-là de la vulnérabilité, parce que je pense que c'est important de le reconnaître, mais aussi du point de vue de leur expertise, qu'il faut absolument reconnaître et qui est totalement complémentaire de celle des professionnels, et notamment des professionnels de l'école. Et vraiment, cette reconnaissance, ça va être la base d'un partenariat de qualité. Alors, ces parents, ils font face à des défis au quotidien, vous le savez, qui vont générer des besoins chez eux. On a évalué aussi ces besoins à plusieurs reprises. Je vous ai mis un ouvrage que j'ai coordonné avec ma collègue Émilie Cap qui réunit pas mal d'études françaises sur le sujet, si ça vous intéresse. Je vous ai mis un extrait des besoins qui sont revenus. Alors, ces études, on les a menées de manière qualitative, c'est-à-dire qu'on a mené des entretiens avec les parents et ensuite on a essayé de faire ressortir des catégories. Je vous ai mis les besoins qui me semblaient intéressants avec cette question des apprentissages et de la scolarisation. Les parents, ils nous disent qu'ils aimeraient accéder à de l'information actualisée, des formations sur le TSA et ce tout au long de la vie, notamment dans l'optique de pouvoir utiliser un langage commun avec les professionnels et notamment les professionnels de l'école. Participer aussi activement à la construction du projet de l'enfant, de l'adulte, avec cette idée qu'il serait important d'avoir plus d'occasions d'échange avec les professionnels, de pouvoir partager des savoirs et des outils communs. Également se repérer au sein du système d'accompagnement pour comprendre les différentes modalités de scolarisation. On en a parlé tout à l'heure, c'est pas si simple de se repérer dans ce système, de pouvoir identifier les rôles des différents intervenants à l'intérieur, à l'extérieur de l'école. Et puis un besoin qui revient, et que j'aurais peut-être dû d'ailleurs mettre en premier, cette nécessité que soient formés, sensibilisés les professionnels. Alors autant en termes de méthodes pédagogiques pour adapter les apprentissages, mais aussi dans cette optique de réduire le regard négatif sur le handicap. Et là je trouve qu'on fait assez bien le lien avec le premier projet que je vous ai présenté. Donc, je vous ai mis quelques petits verbatim. Alors on ne va pas tous les lire, mais cette idée d'avoir par exemple des méthodes, une grille d'évaluation commune avec les professionnels, que les professionnels aient un regard positif sur le handicap. Pour répondre à ces besoins, on a créé donc une intervention, encore une fois, c'est un peu notre truc de créer des interventions pour essayer d'améliorer les choses sur le terrain.
Le programme Étape qui a fait l'objet de plusieurs publications aussi, qui est un modèle qui est centré sur, qui est un programme qui est centré sur le modèle de l'éducation thérapeutique. Alors l'éducation thérapeutique, c'est une approche qui est structurée et qui repose sur une évaluation très précise des besoins des parents, et à partir de là, on va faire des objectifs personnalisés. Ce qui est au cœur de cette démarche, c'est vraiment la reconnaissance et la valorisation de l'expertise parentale. L'idée, c'est que le parent il prenne conscience de ses ressources, qu'il en développe de nouvelles pour pouvoir s'ajuster au mieux au handicap de l'enfant et être acteur dans la communication avec les différents professionnels qui s'occupent de l'enfant. Le programme Étape, il a lieu en groupe, ça c'est une force parce que les parents se rencontrent, environ 10 parents par groupe, des parents pour l'instant âgés entre 2 et 12 ans, une durée de 4 mois, donc ils se voient à peu près une fois tous les 15 jours, et on aborde plein de thématiques, dont celle de la scolarisation. L'intérêt de ce programme a été démontré, il s'inscrit déjà dans les recommandations de bonne pratique, et puis il a montré donc un impact positif pour les parents et une bonne acceptabilité. Je vous ai mis la petite brochure avec les exemples de thématiques, sur la communication, sur les émotions, le comportement, mais aussi donc, cette fameuse séance 7 qui s'intéresse beaucoup à la question de l'école et de la scolarisation, qui est intéressante. Alors, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, mon histoire, là, dans la séance 7, les objectifs visés donc, sont complètement en écho avec les besoins dont je vous ai parlé juste avant. Connaître les modalités de scolarisation, identifier les acteurs de la scolarisation de mon enfant, se projeter sur un moment à l'école, faciliter la communication avec les professionnels, etc. Pour chacune des séances, on prévoit toujours des petites activités assez interactives pour amener les parents à mobiliser leurs connaissances, à échanger entre eux. Donc dans celle-ci, on propose un petit jeu de rôle où l'idée c'est d'amener les parents à expérimenter différentes perspectives en jouant le rôle d'un des acteurs de la scolarisation de l'enfant dans un contexte spécifique. On plante un décor, c'est la réunion de suivi de scolarisation, et donc le parent peut choisir de jouer son rôle ou de jouer le rôle d'un professionnel. Donc on a des différents supports, c'est des petites cartes personnages qui reprennent un peu les missions et les rôles de chacun des acteurs. Voilà, donc j'arrive au bout, quelques perspectives. Alors pour le premier projet, évidemment il y a un intérêt à continuer à évaluer les effets de l'intervention, notamment sur le long terme, notamment sur les temps périscolaires, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est des temps qui sont moins structurés et donc plus propices aux situations de harcèlement. Donc c'est vraiment important d'essayer de voir ce qu'on peut faire aussi sur ces temps-là. Et puis c'est des temps qui sont souvent aussi plus compliqués pour la personne TSA parce qu'ils sont encore une fois moins structurés. Également développer des interventions toujours pour favoriser ces perceptions positives dans d'autres situations, et ce tout au long de la vie, dans le loisir, dans l'emploi. C'est vraiment deux exemples, mais il peut y en avoir évidemment d'autres. Je vous ai mis le lien vers un projet auquel j'ai participé donc dans le champ du loisir, du football, où on a utilisé pas mal de leviers de cette intervention idéale. Et puis sur le deuxième programme, plus sur le microsystème familial et les liens entre les deux, la nécessité de continuer à construire des programmes, il faut vraiment y aller parce qu'il en manque beaucoup, on a beaucoup de demandes des familles. Alors des programmes, ça peut être aussi pour les personnes TSA elles-mêmes, pour favoriser aussi leur autodétermination, et puis qu'elles développent aussi, qu'on reconnaisse aussi l'expertise qu'elles ont sur elles-mêmes. Et puis des programmes à destination des parents d'adultes, bien sûr, c'est la suite, ça va arriver. En distanciel aussi, parce qu'il y a des territoires où les familles elles peuvent pas se rendre dans les lieux qui proposent ces programmes, et donc pourquoi pas, alors même si on préfère le présentiel souvent, ça peut avoir une utilité. Et puis des programmes aussi dédiés aux autres aidants, fratries, conjoints, grands-parents, au fur et à mesure aussi que la personne grandit, il peut y avoir d'autres aidants qui rentrent dans le jeu. Voilà, je vous remercie de votre attention.